Bonsoir, Crime vous propose ce soir un numéro spécial consacré à la police scientifique. Merci de nous retrouver pour ce numéro de Crime. Nous sommes installés à Lyon, à l'Institut national de police scientifique. Et pourquoi à Lyon très précisément? Eh bien parce que c'est ici qu'est née la police scientifique. Nous allons donc vous raconter ce soir trois histoires qui ont été résolues grâce aux analyses ADN. Le 15 septembre 2005, les proches d'Audrey, 24 ans, s'inquiètent de sa mystérieuse disparition. Elle ne répond ni au téléphone, ni à la sonnette de son domicile de Soisy-sur-Seine. Sa mère, Antonia, décide de mener l'enquête. Elle se rend chez sa fille à la recherche d'indices. Le désordre laissé dans son appartement est surprenant. La présence de son sac à main l'est encore plus. Après plusieurs heures passées chez Audrey, à minuit, Antonia va devoir affronter une vision insoutenable. Le corps sans vie de sa fille est en réalité caché sous son propre lit. Très vite, les policiers constatent que le meurtrier a laissé des traces, un ADN, la reine des preuves. Mais vous allez pouvoir le constater, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans un dossier criminel, l'ADN, c'est l'argument massu, c'est la preuve confondante. En général, une fois qu'on a l'ADN et qu'on arrive à mettre en face une identité, c'est l'assassin. Le 16 avril 1991, la petite Sarah, 6 ans, s'éloigne de ses amis pour aller distribuer des gâteaux. La scène se passe dans la petite ville de Vorep. C'est la dernière fois que l'on verra l'enfant vivante. Le lendemain, les gendarmes découvrent son corps sans vie dans un parc à 300 mètres de chez elle. La police scientifique réalise des prélèvements. Mais il y a 18 ans, il était impossible de déterminer un profil génétique. Les pistes vont donc s'effondrer les unes après les autres lorsqu'un second drame frappe Vorep, 5 ans plus tard. Cette fois, c'est au tour de Saïda, 10 ans, de trouver mystérieusement la mort à 2 km de chez elle. Un tueur en série sévirait-il à Vorep? Il faudra attendre une vingtaine d'années pour que la science permette enfin de lever ce mystère. Cet ADN correspond à celui d'un habitant de la commune et qui a toujours résidé sur Vorep. Le 26 décembre 2002, il est 14 h quand des enfants s'amusent sur un terrain vague à Mulhouse. Soudain, leur jeu vire au cauchemar. Ils découvrent un corps dont les membres sont éparpillés dans plusieurs sacs poubelles. La police scientifique identifie rapidement Sabine, une mère de famille disparue un mois plus tôt. Un prélèvement d'ADN sur un cheveu va mettre la police sur la piste d'un suspect. Une preuve scientifique que l'on pourrait croire irréfutable et qui pourtant va jouer des tours à la police. À partir de ce moment-là, tout s'oriente sur Alex Trubel et puis la machine s'emballe. Crime spécial police scientifique et nous allons maintenant vous raconter une histoire dans laquelle l'ADN a joué un rôle particulier. Nous sommes en 2005. La mère d'Audrey n'a plus de nouvelles de sa fille depuis plusieurs heures. Elle va donc se rendre à son domicile et là, c'est le drame. Elle découvre le cadavre d'Audrey. Sur ce cadavre, il y a des traces de sperme. La police scientifique va donc faire des prélèvements et découvrir un ADN qui devrait logiquement les mener au meurtrier. Mais vous allez voir que dans cette histoire, il y a un incroyable rebondissement digne des meilleures séries policières américaines. Voici ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'une jeune fille de 24 ans qui va être la victime d'un scénario machiavélique digne d'une série américaine. Les enquêteurs vont avoir à résoudre un crime presque parfait malgré l'ADN du tueur retrouvé sur le lieu du drame. Dans un dossier criminel, l'ADN, c'est l'argument massu, c'est la preuve confondante. En général, une fois qu'on a l'ADN et qu'on arrive à mettre en face une identité, c'est l'assassin. Nous sommes dans l'Essonne, à Soisy-sur-Seine. Une ville de 7000 habitants, située à 25 km au sud-est de Paris. Nichée dans un écrin de verdure entre la Seine et la forêt de Sénart, cette commune est réputée pour sa tranquillité.
C'est presque une petite ville de province, on est près de la Seine, il y a beaucoup de verdure, les gens se connaissent. On est vraiment dans un cadre de vie très paisible. Le 15 septembre 2005, dans le centre de Soisy-sur-Seine, une jeune étudiante s'inquiète. Elle est sans nouvelles de son amie Audrey, 24 ans, avec qui elle avait pourtant rendez-vous la veille au soir pour dîner. Face à ce silence, la jeune femme décide donc de téléphoner à Marie-Claude, une amie de la famille d'Audrey, qui habite le quartier. Aurélie me dit « Je suis inquiète parce que j'avais rendez-vous aujourd'hui avec Audrey. Toute la journée, j'ai essayé de la joindre par téléphone. Je suis allée devant la porte de l'immeuble. J'ai sonné. Rien n'avait l'air de bouger dans l'appartement. » Marie-Claude alerte Antonia, la mère d'Audrey, qui habite en province. Le lendemain, elles se rendent toutes les deux à la résidence de la jeune femme. Quand elles ouvrent la porte de l'appartement, les deux femmes font une étrange découverte. Elle est bouleversée de trouver l'appartement dans un désordre qui, même si les jeunes ne sont pas toujours rigoureux dans leur rangement, il y a un désordre inhabituel. Je lui dis, tu vois, quand même, elle ne doit pas être partie bien loin. J'ai dit, il y a son sac qui est là. Pour rassurer la mère d'Audrey, Marie-Claude l'a conduit à la gendarmerie de Soisy-sur-Seine afin qu'elle puisse signaler la disparition de sa fille. Le jeune gendarme lui répond, mais vous savez, madame, votre fille a quand même 24 ans, il ne faut pas non plus dramatiser. Mais la mère d'Audrey n'est pas tranquille. Elle décide donc de mener sa propre enquête. La mère d'Audrey va appeler la banque pour essayer de savoir s'il y a eu des mouvements sur son compte, c'est-à-dire si elle a fait des cartes bleues, si elle a fait des chèques. Or, la banque va lui répondre qu'il n'y a pas eu de mouvement sur son compte et donc le compte est mort depuis 3 jours. La nuit tombe sur la ville de Soisy-sur-Seine et cela fait maintenant plus de 48 heures qu'Antonia est sans nouvelles de sa fille. Alors, qu'est-il arrivé à cette jeune femme? Pourquoi ne donne-t-elle plus signe de vie? Antonia a-t-elle de vraies raisons de s'inquiéter? À Soisy-sur-Seine, cela fait maintenant plus de 48 heures qu'Audrey a disparu. Pour ses proches, l'inquiétude grandit. Antonia, la mère de la jeune femme et son amie Marie-Claude prennent les choses en main. Elles appellent tous les amis et connaissances d'Audrey pour obtenir un indice qui pourrait permettre de la retrouver. Mais après plusieurs heures de recherche, la tension monte encore d'un cran. Personne n'a vu Audrey. Personne n'était en mesure de donner un signalement quelconque en disant tiens, je l'ai croisée là, tiens, je l'ai vue là. Et l'autre indice aussi, c'est que la voiture est sur le parking. La voiture n'a pas bougé. Les deux femmes doivent se rendre à l'évidence. Audrey s'est volatilisée. Antonia et Marie-Claude commencent alors à fouiller dans ses affaires personnelles à la recherche du moindre indice. En fouillant, à un moment, elle s'assoit sur le lit et elle sent un espèce de truc soyeux. Elle n'y fait pas attention sur le moment. Il est 23 h, épuisée d'inquiétude, Antonia décide de dormir sur place. Mais vers minuit, elle se réveille en sursaut et se lève pour aller dans la chambre de sa fille. Elle a une sorte de flash, c'est-à-dire qu'elle se souvient de ce moment où elle passe sa main sous le lit et où elle sent quelque chose de soyeux. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'était? Antonia a un mauvais pressentiment et elle se précipite pour regarder sous le lit. Et là, il y a des sacs de voyage, il y a un tas de choses sous le lit, et du coup, elle va sortir tout ça. Et là, elle pousse un cri épouvantable. Elle découvre le corps d'Audrey. Pour Antonia, le choc est immense. Affolée, elle appelle immédiatement les gendarmes de Soisy-sur-Seine.
Ils arrivent sur le champ et découvrent la scène macabre. Le corps d'Audrey gît sur le sol, entièrement nu. Elle présente des traces au visage, des traces d'hématomes, des traces de strangulation au cou et des traces de liens également aux pieds et aux mains, comme si elle avait été attachée. De toute évidence, Audrey a été victime de nombreux sévices. Les gendarmes vont immédiatement constater un élément troublant. L'appartement de la jeune femme ne présente aucune trace d'effraction. Quand il n'y a pas de trace d'effraction, ça veut quasiment dans 100% des cas dire que la victime connaissait son agresseur. En tout cas, qu'il y a un lien direct entre la victime et son assassin. Pour en savoir plus, les gendarmes font donc appel aux techniciens de l'identification criminelle qui commencent leur travail de fourmi. Donc là, il y a un gel des lieux. Hein, tout est fermé. Ils s'enferment en tenue blanche, stérile. Ils ont des masques, ils ont des gants, de manière à ne pas polluer la scène de crime s'il y a un ADN à prendre, de façon à ce qu'il ne soit pas mélangé. Avec une extrême minutie, les experts effectuent des prélèvements dans l'ensemble de l'appartement. Mais c'est sur le corps de la victime qu'ils vont découvrir un élément qui va s'avérer capital pour la suite de l'enquête. On trouve des traces de sperme à la fois dans la bouche et sur le corps de cette jeune fille. Donc ça, c'est un élément capital pour eux parce que dans un dossier criminel, l'ADN, c'est l'argument massu, c'est la preuve confondante. En général, une fois qu'on a l'ADN et qu'on arrive à mettre en face une identité, c'est l'assassin. Pour les enquêteurs, pas de doute, cet ADN va livrer l'identité du meurtrier d'Audrey. En attendant les résultats des analyses, une autopsie du corps est pratiquée. Le rapport du médecin légiste est sans appel. Le calvaire de la jeune femme a duré plusieurs heures et sa mort remonte à plusieurs jours. Alors qui donc pouvait en vouloir à ce point à Audrey? L'ADN retrouvé sur son corps apportera-t-il la réponse? À Soisy-sur-Seine, l'ADN retrouvé sur le corps d'Audrey est croisé avec le Fichier national des empreintes génétiques, le FNEG. C'est cet outil qui va permettre aux enquêteurs de savoir si le meurtrier de la jeune femme figure sur la liste des criminels sexuels répertoriés en France. Ils passent l'échantillon ADN, ça ne matche pas comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne connu des services de police qui correspond à l'ADN retrouvé sur le corps d'Audrey. Cette mauvaise nouvelle ne facilite pas la tâche des enquêteurs, qui vont alors tenter d'en apprendre un peu plus sur le passé de la victime. Tous ses amis la décrivent comme quelqu'un d'hyper joyeuse et puis rendant service, oui, sans souci particulier. Très vite, c'est le portrait d'une jeune femme travailleuse et sans histoire qui se dessine. Fille de militaire, Audrey avait fini ses études de lettres et s'apprêtait à devenir journaliste. Célibataire au moment des faits, elle venait tout juste de rentrer d'un voyage au Brésil. La vie d'Audrey, elle est parfaitement limpide. Elle n'a que des amis, elle n'a pas d'ennemis, elle n'a jamais subi de menaces. L'enquête de personnalité ne livre donc aucune piste. Les gendarmes tentent alors d'établir les dernières 24 heures de la jeune femme. Pour cela, ils interrogent ses voisins. Gérard, qui habite au rez-de-chaussée, se souvient d'un bruit qui l'a réveillé à 4 heures du matin. J'ai entendu un cri bref, mais très puissant. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Intrigué par ce cri, Gérard décide d'aller voir ce qu'il se passe. Je fais le tour de l'immeuble et là je vois un balcon éclairé. Mais alors un halogène éclairé à fond. Mais la lumière s'est diminuée, s'est rabaissée.
Et là, j'ai pensé que c'était la petite Audrey qui m'avait vu, qui se demandait ce que je faisais dehors à cette heure-là. Donc je suis rentré. L'enquête de voisinage va aussi mettre à jour un autre élément troublant. Le lendemain de la disparition d'Audrey, le gardien de l'immeuble, un dénommé Jean-Luc Caillez, était aux abonnés absents. Un événement qui avait préoccupé les habitants de la résidence, au point même qu'ils avaient contacté les pompiers pour qu'ils interviennent dans sa loge. Habituellement, il ouvrait en grand son bureau, mais là, il l'en trouve. Il était tout en sueur. Bon, c'était quelqu'un qui avait quand même un visage un peu sanguin. Et donc, il leur a dit non, ne soyez pas inquiets, j'ai pas été bien du tout de la nuit. Et les pompiers n'ont pas insisté, donc ils n'ont pas pénétré dans la loge du gardien. Un épisode qui ne semble pas avoir de lien direct avec la mort d'Audrey. Les enquêteurs décident néanmoins de garder un œil sur cet énigmatique gardien. D'autant plus que depuis le début de l'affaire, l'homme se montre particulièrement prévenant à leur égard, presque mielleux. Alors, aurait-il quelque chose à cacher? Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. À Choisy-sur-Seine, les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour mettre un nom sur le meurtrier d'Audrey. Et désormais, c'est sur le gardien de la résidence des marronniers qu'ils concentrent leurs investigations. Les enquêteurs voient que Jean-Luc Caillez a une double facette. Il y a la facette gardien d'immeuble très respectable, toujours prêt à aider, allant au-devant des gens, prenant les sacs de courses, les aidant en permanence. Et puis, il y a aussi la facette étouffante. Certains résidents ont peur de Jean-Luc Caillez. On s'aperçoit qu'il y a une femme qui, très peu de temps avant, a quitté l'immeuble parce qu'elle se sentait menacée par Jean-Luc Caillez. C'est-à-dire qu'elle l'aurait surpris un soir en train de tenter d'ouvrir la porte de son appartement. Et là, elle a peur et elle dépose plainte. Une plainte qui, à l'époque, sera classée sans suite. Les gendarmes vont donc se plonger dans le passé de Jean-Luc Caillez. Et ils découvrent que l'homme a un casier judiciaire chargé. À 13 ans, il commet son premier forfait en tirant avec un fusil sur son demi-frère. Un coup de feu qui sera classé comme accident. Ses parents viennent de se séparer, il vit avec son père qui est chauffeur routier, et lui, il part un peu à la dérive. Il commence à faire des petits vols, à se mettre à faire des cambriolages. Bref, il tourne mal. À l'âge de 17 ans, Jean-Luc Caillez échappe à la prison en s'enrôlant dans la Légion étrangère. Quand on rentre à la Légion, on s'affranchit de son passé. Donc, entre guillemets, il se rachète une virginité judiciaire. 5 ans plus tard, il quitte la Légion pour s'installer en région parisienne. Il se met en ménage et ne fait plus parler de lui. Mais en 1983, Jean-Luc Caillez va franchir le point de non-retour. Il va sortir de chez lui, croiser une voisine, et là, il dit qu'il est pris d'une pulsion. Il va suivre cette voisine, la menacer avec un couteau et la violer. Il est arrêté très vite après les faits et il va avoir une première condamnation par une cour d'assises à 7 ans de prison. Au bout de 5 ans, Jean-Luc Caillez est libéré de prison. Il part vivre à Montpellier. Mais 2 ans plus tard, en 1990, il frappe à nouveau. Et contrairement à ses précédentes agressions, cette fois-ci, l'homme va élaborer tout un scénario avant de passer à l'acte. Il a de nouveau une pulsion, il a de nouveau une idée de viol qui lui vient en tête. Et il rentre chez lui et se met à cuisiner un entremets au chocolat. Et en fait, dans cet entremets, Jean-Luc Caillez a mis des somnifères. Et son idée, c'est de donner cet entremets à ses voisines pour qu'elles le mangent, soient droguées et que lui, plus tard, puisse revenir abuser d'elles. Et c'est ce qui se passe. Vers 1h du matin, muni d'un rouleau à pâtisserie,
il force la porte d'une de ses voisines, se jette sur elle et la viole. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il est libéré au bout de 12 ans grâce à une remise de peine. Et là, il arrive à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne, où il trouve ce poste de gardien d'immeuble. Au vu de son casier judiciaire, les gendarmes sont sur le moment persuadés de tenir leur homme. Connu pour des affaires de viol, comportement pour le moins suspect, malade, absent le lendemain du crime. Il connaît évidemment la victime, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc évidemment, il devient le suspect numéro 1. Le 19 septembre 2005, soit 3 jours après la découverte du corps d'Audrey, les gendarmes mettent en examen Jean-Luc Caillez. Pour l'instant, ils ne disposent d'aucune preuve matérielle contre lui. Mais ils espèrent que ces empreintes ADN vont correspondre au sperme prélevé sur le corps de la victime. Alors, est-il vraiment le coupable de ce crime sordide? Ou bien, les enquêteurs auront-ils une nouvelle déception au retour des analyses ADN? À Soisy-sur-Seine, les gendarmes ont placé Jean-Luc Caillez en garde à vue. Et en attendant les résultats des analyses ADN, son interrogatoire commence. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que Caillez, qui est quand même un vieux routier des gardes à vue, ne lâche rien. Il nie les faits en bloc, farouchement, en fait, il dit rien. Il dit, c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. À la 18e heure de garde à vue, les enquêteurs reçoivent un appel du laboratoire d'analyse. Les résultats sont formels. L'ADN issu du sperme retrouvé sur le corps d'Audrey ne correspond pas à celui du gardien. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Et là, c'est un effondrement. C'est-à-dire que leur suspect merveilleux, leur suspect magnifique, tout s'effondre. Il nie les faits et c'est pas son ADN. Donc, a priori, c'est pas lui. Les enquêteurs doivent maintenant prendre une décision avec le parquet. Faut-il maintenir la garde à vue ou, faute de preuves, relâcher le gardien? Les gendarmes disent qu'il faut maintenir la garde à vue parce que on sent que c'est lui. Et ils mettent la pression. Il reste aux gendarmes une carte à jouer pour obtenir les aveux du gardien. Et ils ont une idée pour déstabiliser Jean-Luc Caillez. Ils vont lui parler de sa mère. Ils vont lui montrer des photos de sa mère. Et ils vont lui dire, mais alors, au moins pour ta mère, tu peux nous dire ce qui s'est passé. Il dit aux enquêteurs, d'accord, c'est moi. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Les enquêteurs ont réussi à faire craquer le gardien. Mais l'homme est bien décidé par la suite à ne pas leur faciliter la tâche. Commence alors un véritable jeu d'échecs pour la découverte de la vérité. Il dit aux enquêteurs, d'abord, je veux que vous me disiez, à votre avis, à quelle heure elle est morte. Donc, il pose une question aux enquêteurs. Et là, il commence à jouer avec les enquêteurs. Et le jeu commence comme ça. Et les enquêteurs avancent une heure de mort supposée. Et il leur dit, oh non, elle est morte bien après ça. Pour élaborer son crime, Jean-Luc Caillez s'est inspiré d'une série américaine avec un objectif, maquiller sa scène de crime et déjouer l'enquête des gendarmes. Un scénario diabolique, extrêmement bien organisé. Il avait repéré qu'il y avait une locataire de l'immeuble de la résidence des Marronniers qui recevait son petit copain de temps en temps. Et il a fait les poubelles de cette locataire, il est tombé sur des préservatifs usagés. Il les a gardés, il les a congelés, mis dans son congélateur. Et ensuite, il lui restait plus qu'à choisir sa victime. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, vers 3 heures du matin, le gardien entre en action. Muni d'un fusil, d'une cagoule, de gants, il monte chez Audrey et tente d'ouvrir la porte. Mais un loquet la bloque. La jeune femme, qui ne dormait pas, s'approche. Et elle, alors, je ne sais pas qui elle attendait ou à quoi elle a pensé, toujours est-il qu'elle libère le petit loquet. Et là, il rentre comme une brute dans l'appartement.
Lui, il la commande, il l'emmène dans sa chambre, il va l'attacher très rapidement avec des liens à la fois aux poignets, aussi aux chevilles. Au petit matin, le gardien regagne sa loge avec Audrey, en prenant soin auparavant de droguer la jeune femme pour ne pas qu'elle alerte le voisinage. Arrivé chez lui, il retire sa cagoule. Et là, je dirais que le calvaire d'Audrey va continuer pendant la journée entière. Elle va voir défiler les heures et les heures où Jean-Luc Caillez se livre à de nouveaux attouchements sexuels. Désormais, Jean-Luc Caillez sait qu'il ne peut plus faire marche arrière. Après avoir séquestré et violé Audrey de longues heures, il l'achève en l'étranglant à l'aide d'une cordelette. Puis il procède à la suite de son macabre scénario. Pour ne laisser aucune empreinte génétique, il lave soigneusement le corps de sa victime. Il va la remettre sous le lit, donc dans son appartement, il va la remonter chez elle avec une seringue, il aspire le sperme et va le déposer à la fois dans sa bouche et sur son bas-ventre. Il sait très bien que pour les gendarmes, l'ADN, c'est la preuve confondante. Et lui, il dit, avec ça, je m'en tirerai. Les enquêteurs sont abasourdis par son stratagème. Jean-Luc Caillez a bien failli duper les limiers de la police scientifique. Suite à ses aveux, il est mis en examen pour meurtre avec préméditation et placé en détention provisoire en attente de son procès. Alors, quelle sera la réaction des proches d'Audrey en présence du meurtrier machiavélique ? Trois ans après le meurtre d'Audrey, se tient le procès devant la cour d'assises d'Évry que tous les médias attendent. Tous veulent voir Jean-Luc Caillez, l'homme qui a tenté de piéger la police. Donc, quand le procès s'ouvre, il attire beaucoup de monde, ce procès. Il y a la salle est pleine de gens, de journalistes, parce que ce procès a une valeur exemplaire, c'est le procès de la récidive. Devant les caméras des journalistes, la mère et la sœur d'Audrey crient leur colère. Elles veulent comprendre comment Jean-Luc Caillez, condamné 2 fois pour viol, a pu être libéré sans aucun suivi. Condamné à 20 ans, on ne sort pas au bout de 11 ans, quoi. S'il n'était pas sorti, ma fille serait encore en vie aujourd'hui. Il serait encore en prison. Donc oui, je suis outrée. Outrée par ce comportement. Et puis qu'on puisse le libérer comme ça, sans aucun suivi, sans aucun... il était libre, quoi. Voilà, libre comme l'air. Dans la salle d'audience, l'arrivée de Jean-Luc Caillez crée un premier choc parmi l'assistance. Quand Jean-Luc Caillez, il arrive, il fait son entrée dans le box des accusés. Je dirais presque que toute la salle est prise d'effroi. Vous l'avez là à côté de vous et que vous savez ce qu'il a été capable de faire. Et c'est quelque chose qui vous fait frissonner. Hein. Il va même jusqu'à regarder la mère d'Audrey dans les yeux. Il est terrifiant, Jean-Luc Caillez. Devant la cour, les experts présentent leurs analyses afin de déterminer si le gardien était en pleine possession de ses moyens au moment du meurtre. Et sur ce point, ils sont unanimes. Jean-Luc Caillez était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. C'est pas quelqu'un qui subit une pulsion, c'est quelqu'un qui sent la pulsion, qui la vit, qui la réfléchit et qui met en œuvre un processus pour se satisfaire. Le machiavélisme de Jean-Luc Caillez, relevé par les gendarmes lors de ses aveux, transparaît de nouveau face aux jurés lorsqu'il fait une nouvelle révélation. Il a expliqué à son audience, à son procès, quelque chose qui a glacé le sang de tous les gens qui ont assisté à cette audience, c'est qu'il était sur le point de commettre un autre crime. Jean-Luc Caillez avoue, comme pour le meurtre d'Audrey, avoir préparé un autre préservatif en vue d'un prochain crime. S'il avait pu aller jusqu'au bout de son processus criminel, il pouvait commettre un double crime parfait et faire accuser un pauvre type à sa place. Jean-Luc Caillez est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 22 ans de sûreté.
À l'annonce du verdict, la salle applaudit. Pourtant, ces 3 jours de procès laissent à la famille d'Audrey un goût d'inachevé. Il y a une vraie frustration des victimes, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il lui a fait. On ne sait que ce sur quoi on a réussi à le coincer, mais le reste, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Et c'est un peu... Il continue à jouer, au-delà de la mort d'Audrey, il continue à jouer avec les victimes. Près de 10 ans après le drame, dans la petite ville de Soisy-sur-Seine, les proches d'Audrey regrettent encore cette jeune femme pétillante qui rêvait d'indépendance. Pour sa famille, sa mort est une souffrance que le temps ne pourra jamais effacer. On ne vit plus comme avant. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je dis, je ne vis plus comme avant parce que ça, c'est au fond de moi et ça me perturbe. Ça vous laisse à tout jamais une empreinte et ça, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Crime est toujours installé à l'Institut national de la police scientifique. Frédéric Dupuche, bonjour. Vous êtes le directeur. D'abord, expliquez-nous où nous sommes précisément. Vous êtes dans un endroit où je vais vous surveiller très attentivement, comme toutes les personnes présentes, puisque c'est une salle d'analyse en matière de stupéfiants. Voilà. C'est là où on reçoit des produits suspects. Là, c'est plus que suspect. Et à coup sûr, nous sommes en présence d'une belle quantité d'héroïne. Produits sur lesquels il y a souvent eu auparavant une analyse autre, recherche de traces d'empreintes digitales, recherche de traces ADN. Et ici, on va identifier le produit. On va dire quelle est sa teneur en principe actif. Et on va rechercher s'il a déjà été retrouvé, s'il a une sœur jumelle quelque part dans une autre affaire. Alors, on utilise beaucoup l'ADN ici. En tout cas, on étudie l'ADN. Est-ce qu'en quelques mots simples, très simples, vous pouvez nous dire ce qu'est l'ADN ? Je ne peux vous les faire que simple car je n'en suis pas un spécialiste scientifique. L'ADN, c'est fantastique. C'est une molécule, qui dit ADN dit chromosome. C'est une molécule qui a une qualité incroyable. Elle est présente à l'identique dans toutes les cellules de notre organisme. Sa deuxième qualité, c'est qu'elle est très résistante. Donc, bien traitée, elle peut être conservée longtemps, d'où les cold cases. Bien traitée, pas d'humidité, pas trop de chaleur, abri de la lumière. On peut vraiment la garder très longtemps. Les cold cases, ce sont les dossiers classés qu'on réouvre très anciens, des années après. Que l'on rouvre des années plus tard lorsqu'ils ne sont pas prescrits. Son défaut à cette molécule d'ADN qui est omniprésente, c'est qu'elle est très très grande. Si on déroulait un filament d'ADN, il ferait 2 mètres à peu près. Ah oui. 2 mètres. Ouais. Alors 2 mètres d'une épaisseur que vous imaginez. Donc c'est excessivement riche. Et là-dedans, il faut trouver des segments qui permettent relativement facilement de nous différencier les uns les autres. Est-ce que l'ADN est fiable à 100% ? Est-ce qu'on peut se tromper sur de l'ADN ? Il y a un cas scientifique d'ADN commun, les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux ont le même ADN. ADN parfait. ADN parfait, ils ont exactement le même ADN, mais ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc on dit toujours, quand vous amenez l'ADN, envoyez-nous le doigt avec. Voilà, bon, c'est une plaisanterie. Voilà. Donc ils ont le même ADN, mais pas la même empreinte digitale. Ensuite, tout est question d'interprétation, mais il ne faut pas vouloir faire dire à l'ADN plus que ce qu'elle peut apporter. En soi, l'ADN ne permet pas d'erreur de rapprochement par rapport à quelqu'un, mais il va simplement dire « j'ai trouvé l'ADN de telle personne sur tel objet ». Ça ne va pas dire pour autant « j'ai trouvé l'ADN de telle personne sur tel objet qu'elle a utilisé à telle heure, tel jour pour faire tel acte ». Ça signifie simplement que la personne était là à un moment donné, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas si elle est coupable. Ça signifie qu'à un moment, elle a eu un contact avec le support sur lequel on a trouvé son ADN. Ensuite, c'est la coopération avec l'enquêteur qui amène la vérité. Ça coûte combien aujourd'hui de faire une recherche ADN ? Un profil génétique, pour le sortir, on va analyser les prélèvements. L'analyse d'un prélèvement, si on le fait sur des faits de délinquance basiques, un véhicule volé qui a été retrouvé, un cambriolage où un scientifique accompagnant un enquêteur est venu et a relevé une trace. En gros, l'exploitation de cette trace en consommable nous revient à 14-15 €. Quand on est sur une affaire criminelle où on va relancer plusieurs fois l'analyse pour croiser les choses, le moindre prélèvement revient à 40 €. Alors ça n'a l'air de rien comme ça. Non, c'est pas très cher, a priori. Seulement la moyenne en pourcentage, ça fait finalement un prélèvement à 25 €. Quand vous en faites 18 000 par mois, vous arrivez à 400 000 €.
Crime spécial police scientifique et nous sommes installés très précisément dans un des laboratoires qui permet de recevoir et d'analyser les différents éléments qui sont envoyés par les enquêteurs afin de les aider à éclaircir des affaires. Et nous allons maintenant vous raconter une histoire terrible qui concerne deux petites filles, Sarah et Saïda, âgées de 6 ans et 10 ans, qui ont été assassinées. On va bien découvrir de l'ADN sur leur corps, mais à l'époque, la technologie n'est pas assez avancée pour mettre un nom qui correspond à cet ADN. Il faudra attendre 20 ans, 20 longues années et les progrès techniques pour qu'enfin les enquêteurs puissent avoir le nom de la personne qui a assassiné ces deux enfants. Voici donc ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment l'histoire effroyable de deux petites filles a fait basculer tout un village dans un véritable cauchemar. Et comment, après 22 ans de recherche, grâce au développement des analyses ADN, l'enquête va connaître un véritable rebondissement. Cet ADN correspond à celui d'un habitant de la commune et qui a toujours résidé sur Vorep. Nous sommes à Vorep, une ville de 9000 habitants à 15 km au nord-ouest de Grenoble. Située sur le flanc de la chaîne montagneuse de la Chartreuse, la commune s'étend jusqu'à la vallée de l'Isère. La population y est cosmopolite, chacun se connaît et la tranquillité règne. Vorep, c'est une petite ville à la campagne. C'est une des portes d'entrée vers la Chartreuse, vers la montagne. Vorep, ça veut dire le verrou, Vorago Alpium, le verrou des Alpes. Et en même temps, elle est un moment de paix pour ceux qui y habitent. C'est dans un HLM de cette ville que la petite Sarah, âgée de 6 ans, vit avec ses parents et ses 8 frères et sœurs. En cette fin d'après-midi, du printemps 1991, comme tous les dimanches, Sarah joue dans l'aire de jeu, devant son immeuble, avec les autres petits voisins. Le 16 avril, la petite Sarah est avec plusieurs autres copines, copains, dans le quartier de Bourvieux, à Vorep. C'est la fin du ramadan, donc les enfants tapent aux portes pour récupérer quelques petits gâteaux, boire un petit peu d'argent. Les heures passent et les parents de Sarah ne voient pas la petite fille revenir. À 18 h, inquiets, ils décident d'aller frapper aux portes des voisins. Mais personne dans l'immeuble n'a vu Sarah. Vorep étant une petite commune, très vite, le maire de la ville est mis au courant de cette étrange disparition. C'était une préoccupation importante. C'est chacun d'entre nous qui était concerné par le fait qu'il perdait un gosse dans un quartier, dans une ville où finalement tout le monde se connaît plus ou moins, tout le monde a un lien avec l'autre et donc on était tous concernés. Dans le quartier, la nouvelle s'est répandue et tous les habitants se mettent alors à chercher la petite Sarah. Tout de suite, l'alerte est donnée, on cherche un peu partout dans le quartier, on ne retrouve pas sa trace. Les gendarmes sont prévenus, des premières recherches ont été effectuées dans la soirée, et là, toujours aucune trace de Sarah. La nuit est tombée sur Vorep, et la petite fille reste introuvable. Il est 21 h, et ses parents sont de plus en plus inquiets. Mais où a bien pu passer Sarah? S'est-elle tout simplement perdue? Ou lui est-il arrivé quelque chose de beaucoup plus grave? À Vorep, cela fait maintenant plus de 10 heures que Sarah a disparu. Les gendarmes ont passé la nuit à la chercher. Et ce n'est que le lendemain matin, à 11 h, qu'ils font une découverte macabre. Les gendarmes vont découvrir le corps de la petite fille dans un bois qui se trouve juste derrière la cité HLM de Bourvieux. Le corps de la petite Sarah
est cachée sous un taillis de bois. Elle est à moitié dénudée. Sa culotte a été arrachée. Son cou porte des marques de strangulation. La petite fille est décédée, donc a été étranglée. Alerté par les enquêteurs, le médecin légiste accompagné de la police scientifique arrive sur les lieux du drame. Il faut faire un travail qui est à la fois un travail scientifique, d'analyse des éléments qui sont retrouvés notamment aux abords du lieu où cette petite fille est retrouvée. Autour du corps de la fillette, les enquêteurs découvrent ses vêtements éparpillés, mais aussi des mouchoirs souillés. Ils espèrent pouvoir remonter la piste du meurtrier grâce à ces éléments. Il n'y a pas de traces de violence sexuelle, mais c'est vrai qu'à proximité du corps, on retrouve un paquet de mouchoirs avec une empreinte digitale. L'empreinte digitale prélevée sur le paquet de mouchoirs n'est que partielle et ne pourra malheureusement pas être exploitée. Les experts découvrent alors des traces de sperme sur le chemisier de l'enfant. Mais voilà, nous sommes en 1991. Et à l'époque, à partir du peu de sperme recueilli, les techniques scientifiques ne permettent pas encore d'établir un profil génétique. C'est sûr que dans les années 90, parmi quelques dizaines de milliers de cellules, s'il y en avait une centaine qui permettaient de faire un profil génétique, on ne pouvait pas parce qu'il nous en fallait quelques dizaines de milliers. Pour les enquêteurs, même si Sarah n'a pas été violée, il s'agit pourtant bien d'un crime à caractère sexuel. Pour ses parents, l'annonce de la mort de leur petite fille est un véritable traumatisme. J'ai eu des gens qui étaient à la fois effondrés et silencieux, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. J'ai vu des gens dignes. C'était pas possible, une histoire de ce genre. Pour les habitants du quartier, après le choc, c'est l'incompréhension. Rien ne laissait présager que l'horreur allait s'abattre sur cette famille que tout le monde apprécie. Une famille sans histoire, une famille nombreuse, et puis surtout une famille soucieuse de participer à l'activité de la ville, soucieuse de s'intégrer. À Voreppe, c'est l'effroi. Jamais la ville n'avait connu un tel drame. C'est une déflagration, il n'y a pas d'autre expression, parce que c'est chacun d'entre nous qui a pris un coup de poignard. Tous ceux qui ont des enfants en bas âge, ce qui est aussi mon cas, à ce moment-là, on se trouve être consterné et en même temps horrifié par ce qui s'est passé, et en même temps il y a une volonté de comprendre. Pour comprendre qui a bien pu s'en prendre à la fillette, les enquêteurs vont retracer ses dernières heures. Lorsqu'elle a disparu, Sarah était en train de distribuer des gâteaux aux habitants du quartier. Les gendarmes vont donc faire du porte-à-porte dans la cité à la recherche d'un témoin potentiel. Il y a également un gros travail d'investigation pour comprendre quel a été son emploi du temps, quelles sont les personnes qu'elle a pu côtoyer et dans quelles circonstances elle a pu se retrouver éventuellement en présence d'un individu qu'elle pourrait ne pas connaître. Mais cela ne donne rien. L'enquête piétine. Et au fil des jours, dans la petite ville tranquille de la vallée de l'Isère, l'angoisse monte chez les habitants. On a à la fois un corps sans vie et en même temps un point d'interrogation majeur qui nous occupe tout l'esprit des responsables municipaux et puis de tous les gens à Voreppe qui se disent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer. Ne pas savoir, ne pas comprendre est quelque chose, je dirais, qui rajoute au déchirement. Ça a été le cas de la famille de cet enfant. L'enquête se poursuit, mais les semaines passent et les gendarmes n'ont toujours aucune piste. Alors, qui a tué Sarah? Et ses parents connaîtront-ils un jour la vérité sur le meurtre de leur fille? À Voreppe,
L'enquête sur le meurtre de la petite Sarah est au point mort. Les années passent et il n'y a toujours aucun élément nouveau. Mais le 24 novembre 1996, 5 ans après les faits, l'histoire va se répéter. Saïda, une petite fille de 10 ans, vient d'être portée disparue. La nouvelle fait le tour de la ville. On apprend que la gosse a disparu. Donc forcément, on repense à la famille. On repense à l'hypothèse d'un nouveau drame et on essaye de penser que c'est pas possible. Les gendarmes, aidés des pompiers, vont alors se mettre immédiatement à la recherche de Saïda. Ils le savent, les premières heures sont déterminantes dans le cas d'une disparition. Ils ne voudraient surtout pas faire la même découverte macabre qu'avec la petite Sarah. On a nécessairement à l'esprit ce qui a pu se passer quelques années auparavant. On est nécessairement extrêmement inquiet. Et plus les heures passent, plus la tension monte dans les rues de Vorep. Pendant 48 heures, la ville et ses alentours vont être passés au peigne fin. Mais Sarah reste introuvable. Jusqu'au 26 novembre, lorsqu'à 10h40, l'un des pompiers fait une découverte abominable. On retrouve le corps de la petite Saïda, en partie immergée dans un canal d'irrigation qui se trouve à peu près environ 1 kilomètre de chez elle. Et là encore, les gendarmes se disent qu'effectivement, initialement, peut-être que l'agression avait un caractère sexuel. En effet, les enquêteurs découvrent plusieurs indices à quelques mètres du corps de la petite fille, dont un journal pornographique, des mouchoirs usagés et le sweatshirt de Saïda. Ces éléments sont mis sous scellé afin d'être analysés. Malheureusement, à l'époque, avec un ADN qui a séjourné dans l'eau, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a dans l'eau non stérile, il y a des bactéries qui coupent la molécule d'ADN, qui la mangent, et donc qui la dégradent, et là, derrière, on ne peut plus rien faire. C'est sûr que dans les années 90, on arrivait à faire des choses, mais il fallait des conditions idéales. Mais voilà, dans ce cas, les conditions ne sont pas réunies. Et les analyses ne donnent rien. L'autopsie du corps va démontrer que Saïda n'a pas été violée. La petite fille est morte étranglée, vraisemblablement à l'aide de la manche de son sweatshirt. Les enquêteurs vont alors se pencher sur sa journée, afin de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. C'est là que les gendarmes décident de faire une investigation majeure. Pendant 48 heures, on entend les personnes qui sont dans son entourage. Les gendarmes apprennent que le jour de sa disparition, la petite Saïda se rendait au gymnase, au bout de sa rue. L'enquête de voisinage va éclaircir leurs investigations avec le témoignage d'un habitant du quartier. L'un d'entre eux va voir cette petite fille qui marche à côté d'un jeune garçon qui tient entre ses mains un vélo. Et ce jeune garçon semble être la dernière personne qui a été vue en présence de la petite fille qui sera retrouvée assassinée 2 jours plus tard. Les enquêteurs ont maintenant une piste sérieuse. Pour eux, il s'agit désormais d'identifier cet homme à vélo qui pourrait bien être le meurtrier de la petite Saïda. Des dizaines, voire des centaines de jeunes sont entendus. Mais là encore, ça ne donne aucun résultat. Les gendarmes n'arrivent pas à identifier ce jeune. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Le meurtrier court toujours. Et pour les habitants, ce crime odieux a un goût de déjà-vu. À Vorep, c'est l'inquiétude, forcément, et même l'angoisse au niveau des parents qui ont des enfants. Vous vous rendez compte, 2 petites filles retrouvées assassinées. Et on ne connaît même pas le meurtrier de ces 2 gamines. Là, je me suis dit encore un. Donc là, c'était plus un meurtre, c'était une série de meurtres. Donc là, c'est encore plus flippant, on va dire, parce qu'on se dit, mince, il y a quelqu'un qui rôde à Vorep et qui tue les enfants, quoi. Évidemment, tout le monde se connaît ici.
On n'a pas tellement envie d'évoquer ces choses. La paranoïa envahit la petite commune. Un tueur en série serait-il en train de sévir dans la région? Et où peut-il bien se cacher? L'avancée des techniques scientifiques permettra-t-elle un jour de faire parler l'ADN retrouvé sur les lieux des deux crimes? À Vorep, les enquêtes sur les morts de Sarah et Saïda sont au point mort. Mais les gendarmes ont la conviction qu'il existe un lien entre ces deux meurtres. L'âge des deux fillettes, leur milieu social et le mode opératoire utilisé sont quasiment identiques. Face à ces éléments concordants, de nouvelles investigations sont menées. Tous les hommes de la ville, soit près de 1000 personnes, sont entendus. On nous a auditionnés, donc on nous a demandé où est-ce qu'on était ce soir-là, ce qu'on avait fait. Donc moi personnellement j'étais au foot, donc on était en train de s'entraîner, donc il y avait des témoins bien sûr. Et puis après donc on nous a pris les empreintes. Toute cette opération de prélèvement d'empreintes malheureusement ne donnera aucun résultat. Et donc pour les enquêteurs c'est une impasse. Nous sommes en 1999, soit 8 ans après le premier meurtre. Et malgré les efforts incessants des enquêteurs, la justice va prendre une très lourde décision. Donc la justice, faute d'éléments probants pour identifier le meurtrier présumé ou les meurtriers présumés, eh bien, referme les deux dossiers. 9 ans se sont écoulés lorsqu'en 2008, une nouvelle procureure de la République est nommée à Grenoble. Elle fait alors le rapprochement entre 7 autres affaires non résolues de mineurs disparus ou tués dans le département et celle de Sarah et Saïda. Elle se dit il y a 7 meurtres dans le département de l'Isère, donc dans sa circonscription administrative. Et elle se dit il y a probablement un lien entre ces meurtres non élucidés, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Il y a forcément une réponse. La magistrate décide alors de tenter une expérience inédite en France. Les 7 dossiers sont réouverts et regroupés autour d'une cellule appelée Mineur 38. Elle est composée de 12 gendarmes qui ont pour mission de reprendre les enquêtes à zéro. La tâche est lourde et prendra près de 5 ans. En 2013, ces gendarmes envoient les scellés de l'époque à un laboratoire de Bordeaux spécialisé en empreintes génétiques. Aujourd'hui, comme on a des techniques beaucoup plus sensibles, on a plus de chances statistiques de tomber sur les quelques cellules qui, malgré tout, ont été conservées. 22 ans après le premier meurtre, la science a donc évolué de manière considérable. Grâce aux nouvelles techniques, les experts sont désormais capables de définir un profil génétique à partir d'un minimum de cellules. Sur les traces d'ADN retrouvées sur un chemisier, le chemisier de Sarah, sur les traces ADN qui à l'époque avaient séjourné dans l'eau retrouvées sur le sweatshirt de la petite Saïda, eh bien on identifie un ADN et ça match. Le fichier national des empreintes génétiques, qui regroupe les auteurs de délits plus ou moins graves, a fait un rapprochement entre 2 ADN. Pour les enquêteurs, c'est inespéré. Ils ont enfin un suspect. Cet ADN correspond à celui d'un habitant de la commune, qui s'appelle Georges et qui a toujours résidé sur Vorep. Et donc il est clair que, à partir de l'ADN, c'est l'auteur présumé des faits. L'ADN de Georges est dans les fichiers car en 2011, l'homme avait été interpellé par la police. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Son ADN, prélevé à l'époque, correspond à celui retrouvé sur les scènes de crime de Sarah et Saïda. Le monde de la justice est en train de vivre un véritable événement. Plus de 20 ans après les faits, les enquêteurs ont enfin un meurtrier présumé. Mais qui est véritablement Georges? Les familles de Sarah et Saïda sauront-elles enfin la vérité
sur les crimes odieux de leur petite fille. Le jour se lève sur Voreppe. Nous sommes en juillet 2013 et les gendarmes se rendent chez Georges pour procéder à son interpellation. En rentrant dans la maison, ils se retrouvent face à un homme physiquement et mentalement très affaibli. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de Steinert, qui engendre en fait une dégénérescence musculaire sur un certain nombre de membres, notamment les avant-bras, les cuisses et les mollets, de sorte qu'aujourd'hui, il est assez lourdement handicapé, il a du mal à se déplacer et il a aussi un peu du mal à s'exprimer. La maladie de Steinert provoquerait parfois des troubles mentaux. L'homme, conduit à la gendarmerie, est donc placé en garde à vue. Il a fait preuve de surprise, il a été assez abattu, et puis il a été enfin quelque peu en colère d'être accusé de tels faits. Au départ, il nie être l'auteur présumé des 2 meurtres. Pourtant, grâce aux analyses ADN, les enquêteurs ont bien la preuve que Georges a été en contact avec Sarah et Saïda au moment où elles ont été tuées. Cette trace ADN a été retrouvée sur l'objet qui a été utilisé pour étrangler notamment Saïda. Donc c'est un peu difficile pour l'intéressé de contester qu'il ait pu au moins manipuler cet objet. Et d'ailleurs, assez rapidement, ce garçon va admettre sa présence sur place. Mais en dépit des efforts des enquêteurs pour le faire avouer, Georges continue à nier être l'auteur des 2 meurtres. L'homme est alors entendu par la juge d'instruction et contre toute attente, il fait de nouvelles révélations. Il reconnaît pour la petite Sarah qu'il est tombé par hasard sur la fillette et qu'il l'a emmenée dans un bois. Et là, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, le diable est entré en moi. En ce qui concerne Saïda, il explique qu'il l'a rencontrée par hasard alors qu'il était à vélo, que la petite fille a demandé à essayer son VTT, qu'ensuite elle voulait continuer à rouler à vélo avec ce VTT, que lui s'est énervé et que voilà, il a eu un geste malheureux. Là encore, il dit que c'est un accident, qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Georges conteste le fait d'avoir tué intentionnellement les fillettes. Le juge d'instruction le place alors en détention provisoire en attendant de nouveaux éléments en vue d'un procès à venir. De leur côté, les enquêteurs commencent par établir le portrait de cet homme. Alors Georges, c'est un bon père de famille, il a un enfant de 4 ans, il vit avec une compagne. Mais si aujourd'hui Georges vit tranquillement avec sa famille, ce natif de Voreppe n'a pas toujours eu une vie facile. Il a toujours été un peu considéré comme un peu le souffre-douleur de la part d'autres jeunes qui, se moquaient un peu de lui, de son handicap. Mais derrière le récit d'un homme persécuté dans son enfance, se cache une anecdote qui va glacer le sang des enquêteurs. On apprend que Georges a gardé son fils à la mère d'une des victimes, la mère de la petite Sarah. Vous vous rendez compte le choc pour cette maman d'apprendre plus tard que c'est Georges qui a sans doute tué sa petite Sarah. Pour les habitants du village, qui connaissent tous Georges, c'est l'indignation. Donc là, on se dit, mais comment c'est possible, quoi? Comment on peut vivre en ayant fait ces actes-là? Pour moi, c'est inconcevable. Pourquoi cet homme, que tout le monde connaît à Voreppe, aurait-il commis une telle atrocité? Et comment a-t-il pu garder son terrible secret durant 22 ans? Depuis juillet 2013, Georges est incarcéré à la maison d'arrêt de Grenoble pour le meurtre de Sarah et Saïda. En attendant son procès, l'instruction est toujours en cours. Il y a effectivement une différence entre les 2 dossiers.
Pour l'un, il est accusé de tentative de viol et homicide, et pour l'autre d'homicide. Pour le premier fait, il était mineur, et pour le second, il était jeune majeur. Au moment du meurtre de Sarah, il était âgé de 15 ans. Georges sera donc jugé devant un tribunal pour enfants. Quant au meurtre de Saïda, l'homme était âgé de 21 ans. Il sera donc jugé devant une cour d'assises. Au-delà de cette qualification d'homicide volontaire, on pourrait songer en outre à une préméditation. Le fait que ce garçon ait accompagné cette petite fille sur une distance assez longue avant de s'apprendre à elle, soit la preuve qu'il ait prémédité ce qui s'est passé. S'il s'agit d'un assassinat et que la préméditation est retenue, alors Georges encourt la réclusion à perpétuité. Mais voilà, une question essentielle reste en suspens. Son handicap le rend-il irresponsable de ses actes? Son avocat va tout miser sur ce point. J'attends avec impatience les résultats d'expertise d'ordre psychologique et psychiatrique. Lorsqu'on est considéré comme totalement irresponsable, sur le plan pénal, on ne peut pas être sanctionné. On ne peut pas être condamné, tout simplement. Puisqu'on considère qu'en fait, la place de l'individu n'est pas dans une prison, mais plutôt dans un hôpital. Georges pourrait donc être coupable tout en échappant à la prison. Un scénario que les familles de Sarah et Saïda ne veulent pas imaginer. 22 ans après les faits, elles ne savent d'ailleurs toujours pas pourquoi cet habitant de Vorep a commis une telle atrocité sur leurs enfants. Il ne veut pas précisément dire qu'il a étranglé la fillette, il ne veut pas le reconnaître de façon aussi brutale, il a beaucoup de mal à verbaliser ce qui s'est passé. De bien maigres explications pour ces familles qui, après tant d'années, attendent toujours de se reconstruire. Le soulagement est incertain, il faut bien le dire, parce qu'on ne peut jamais, à un moment quelconque, être délivré du poids d'un décès aussi atroce. Et puis ils seront un peu soulagés si ils ont réussi à accéder à la vérité. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice. Un sentiment partagé par tous les habitants de la commune, unis aux proches des deux petites filles, dans la tristesse et l'incompréhension. Il a complètement brisé le destin de la famille, c'est une évidence. Ça a été un drame et ils ne s'en remettront jamais, ils s'en sont jamais remis et ils ne s'en remettront jamais de toute façon. Je vois beaucoup de parents qui restent à côté de leurs enfants et qui les surveillent peut-être un peu plus qu'avant, quoi. Aujourd'hui, Sarah aurait 29 ans et Saïda 33. Leur famille ne cesse de penser à elles et à ce qu'elles auraient pu devenir. Peut-être qu'un jour, leurs proches connaîtront la vérité et arriveront enfin à vivre en paix. Je pense que c'est le plus important, c'est peut-être ça, c'est que maintenant le deuil peut être définitivement fait. C'est extrêmement important d'enterrer enfin ces petites filles. Frédéric Dupuche, le directeur de l'Institut national de la police scientifique, est resté avec nous pendant cette enquête. Quand on pense ADN, aujourd'hui, on pense forcément à la série Les Experts. Est-ce que ce qu'on voit dans cette série, c'est la réalité? Est-ce que les choses se passent exactement de la même façon dans les faits, ici en France? La comparaison avec les séries est toujours très intéressante, avec du plus et du moins. Dans les plus, je dirais que c'est la bonne image qui est donnée du travail d'investigation et du travail des forces de l'ordre. C'est toujours agréable d'être montré avec un œil positif. Le deuxième aspect qui est vrai, c'est globalement ce que l'on sait faire, ce que l'on peut parvenir à faire avec les méthodes de travail à notre disposition aujourd'hui. Là où on dérape, exigence de la fiction, c'est sur la durée des analyses, c'est sur l'entrecroisement des fichiers et des données, c'est sur la polyvalence des acteurs. Alors, on va essayer d'être très clair par rapport à l'imaginaire, par rapport à ces séries. Par exemple, dans ces séries américaines, on voit ceux qui font des recherches ADN, qui vont également sur le terrain, qui font des interviews de personnes. Ça se passe également de cette façon, où chacun a son travail? Non, en France, les choses sont beaucoup plus simplement scindées. Il y a d'une part les directions d'enquête avec des enquêteurs qui font le travail d'enquête.
les enquêtes de voisinage, les auditions, les interrogatoires, les arrestations, les perquisitions. Et à côté d'eux, pour les assister, ils ont des personnels scientifiques qui vont, en leur nom et pour eux, relever des indices, relever des traces. Et ensuite, ces traces relevées partent dans des lieux où on va les analyser. Et les analystes sont des personnels scientifiques également, qui, eux, ne vont pas sur le terrain. Alors bien sûr, toute règle avec ses exceptions. Sur des scènes de crimes ou d'infractions très compliquées, comme les scènes d'incendie, les scènes d'explosion, qui sont d'une complexité désespérante pour un profane, on envoie des spécialistes de laboratoire. En matière d'échange de coups de feu, pour reconstituer des trajectoires, on envoie des spécialistes de balistique. Mais dans l'immense majorité des cas, il y a bel et bien une césure très nette, l'enquêteur, l'expert. Est-ce qu'une fois qu'on a l'ADN d'une personne, il suffit de rentrer cet ADN dans un ordinateur, dans un fichier, pour avoir la photo de la personne à qui ça correspond? Non, il n'y a absolument pas. Il y a un encadrement juridique très très strict des deux grands fichiers nationaux, que sont le fichier des empreintes digitales et le fichier des empreintes génétiques. Le fichier des empreintes génétiques ne peut être entrecroisé avec aucun autre. Aucun autre. Donc il ne travaille que pour de l'ADN. On a des données d'état civil en face, mais ça se limite à cela. Il n'y a aucun entrecroisement avec quelque autre fichier que ce soit, ni les cartes grises, ni les permis de conduire, ni les cartes d'identité, rien qui aille de ce côté-là. Certains ont peur de donner leur ADN en disant voilà, on va être fiché, c'est fini. Est-ce qu'il y a un risque qu'on soit tous fichés avec notre ADN ? Tout dépend ce que vous entendez par être fiché. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui fait qu'on a des empreintes digitales qui sont prises pour les cartes d'identité. Pourquoi pas plus tard des empreintes génétiques? Pourquoi pas? Ce serait une autre approche biométrique. Mais ça ne concernerait de toute façon que les pièces d'identité. Le fichier de l'investigation, qui est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, il n'est alimenté que par des prélèvements sur des personnes qui ont été ou suspects ou condamnées, donc qui sont déjà intégrées à un processus pénal. Et encore une fois, il n'est alimenté par aucun autre biais. Crime spécial police scientifique, nous sommes toujours installés ici à Lyon dans le laboratoire de police scientifique et nous allons vous raconter maintenant une histoire qui s'est déroulée en 2002 à Mulhouse. Le corps de Sabine est retrouvé démembré dans des sacs poubelles. Très rapidement, c'est son mari qui est soupçonné, d'autant plus que l'on retrouve une trace ADN de ce mari sur le corps de Sabine. Et pourtant, celui-ci clame son innocence. En 2005, il va même être remis en liberté et il faudra attendre 2009 pour qu'il soit totalement innocenté. Alors comment cet homme a-t-il été innocenté? C'est ce que nous allons vous expliquer dans cette enquête inédite pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire hors du commun d'Alex Strubel, un père de famille qui, à cause de son ADN, a vu sa vie basculer dans l'horreur. Vous allez voir que dans cette affaire, les apparences peuvent parfois être trompeuses et qu'un ADN peut en cacher un autre. À partir de ce moment-là, tout s'oriente sur Alex Strubel et puis la machine s'emballe. Mulhouse, dans le sud de l'Alsace. Au cœur de la ville se trouve le quartier de Dornach, un véritable petit village qui rassemble 7000 habitants. Ici, la tranquillité règne et tout le monde se connaît. Dornach, c'est un quartier qui est bien, c'est calme. Il y a des petites choses qui arrivent aussi, mais je veux dire, c'est pas un quartier comme il y a des quartiers qui sont sensibles à la délinquance, tout ça. C'est justement dans ce quartier que vit Alex Strubel, sa femme, Sabine, et leur petite fille, Dei, âgée de 6 ans. Nous sommes le 30 novembre 2002, et comme tous les samedis, la petite famille se promène dans les rues de la ville. On s'est arrêté dans un troquet, et là, la petite, on lui a fait un jus d'orange, et elle voulait un petit pain. Alors la femme m'a fait « Attends, je vais chercher le petit pain, je reviens tout de suite ». Une demi-heure passe et Alex, étonné de ne pas voir sa femme revenir, décide de partir avec sa fille à sa rencontre. Je suis parti et puis bon, la boulangerie, il n'y était pas. Alors je suis allé voir au restaurant à côté et là, il y était au bar avec un gars qui discutait avec un gars.
Sabine a croisé un ami qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Il est déjà 18 h et en pleine conversation, elle n'a pas vu l'heure tourner. Dei, leur petite fille, est fatiguée et Alex préfère rentrer avec elle à la maison. Sabine, elle, décide de rester au bar. Elle me fait, écoute, moi je reste là, tu prends la voiture, tu rentres. Je fais bon, comme tu veux. Je rentrerai à pied. Alex est chez lui avec sa fille, lorsqu'à 20 h, il reçoit un coup de fil de sa femme. Finalement, Sabine a décidé de rentrer plus tard que prévu. Elle vient de croiser un autre ami. Prévenant, il lui propose alors de lui amener la voiture pour qu'elle n'ait pas à marcher sur le chemin du retour. Alors j'ai dit, t'es déjà 8 h passées, quoi. Alors j'ai dit, si tu veux, je m'invite la moumoute sur la gamine. Je t'amène la voiture, tu nous ramènes à la maison, puis après tu disposes de la bagnole comme tu veux, quoi. Elle fait, oh non, je termine mon verre et je rentre. Et puis elle a raccroché, puis jamais revu. Les heures passent et Sabine ne revient pas. Alex s'impatiente et commence réellement à s'inquiéter. Où est donc passée sa femme? A-t-elle prolongé la soirée avec son ami? Ou lui est-il arrivé quelque chose de plus grave? À Mulhouse, cela fait 24 heures qu'Alex est sans nouvelles de sa femme. Il décide donc d'aller prévenir les autorités. Je leur ai dit, écoute, c'est pas normal. On se téléphone tout le temps. Dès qu'on bouge, on se téléphonait tous les jours. Même quand j'étais au boulot, on se téléphonait. Les policiers expliquent à Alex qu'il faut attendre 48 heures. De plus, la loi stipule que pour les personnes majeures, une recherche ne peut être engagée qu'en cas de circonstances inquiétantes. Pour eux, Alex doit donc s'armer de patience. Mais le père de famille a un mauvais pressentiment. Pratiquement tous les jours, j'y allais au commissariat. Je fais, écoutez, il faut que vous la retrouviez, c'est pas normal. Elle a disparu, elle me téléphone pas. Même Dei me l'a dit, elle me fait, moi je crois que maman est morte. Au bout d'une semaine, et face à l'insistance d'Alex, les policiers acceptent de prendre en dépôt une main courante signalant la disparition de Sabine. Ensuite, 5 jours après, il fait une recherche dans l'intérêt des familles au commissariat. Et puis, plus rien pendant 3 semaines. Et jusqu'au 26 décembre. Cet après-midi-là, vers 14 h, des enfants jouant sur un terrain vague font une macabre découverte. Dans 2 sacs poubelles se trouve un corps découpé en plusieurs morceaux. Paniqués, ils alertent la police. Arrivés sur les lieux du drame, les policiers ne peuvent que constater l'horreur de la scène. En ouvrant un des sacs poubelles, ils tombent sur une tête coupée. Ils pensent immédiatement à Sabine, disparue depuis près d'1 mois. Ils ont coupé la tête, les 2 bras, les 2 jambes. Ils ont mis ça dans 2 sacs différents et ils les ont jetés dehors, quoi. La police scientifique, dépêchée sur place, procède alors aux premières constatations. Une opération délicate, car déterminante pour la suite de l'enquête. Quand on arrive sur une scène de crime, ça c'est le travail des enquêteurs. Leur boulot, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ça a pu se passer, donc faire des hypothèses par la force des choses, et à partir de là, prélever ce qui leur paraît pertinent pour les questions qui se posent. Voilà, la question principale, c'est qui est l'auteur ou quels sont les auteurs. Et justement, les enquêteurs ne tardent pas à découvrir des éléments intéressants. À commencer par un sac de sport contenant un couteau de cuisine, probablement l'arme du crime. Mais d'autres éléments vont particulièrement retenir leur attention. Sur le tronc de la victime se trouve un ticket de PMU. Mais ce n'est pas tout. Ce qui paraît, elle avait la main comme ça. Et quand ils ont ouvert, ils ont trouvé un cheveu. Ce cheveu, ainsi que le reste des indices prélevés sur la scène du drame, sont mis sous scellé et envoyés à un laboratoire pour être analysés.
le corps de la victime est transporté au CHU de Strasbourg pour autopsie. Les conclusions du médecin légiste sont sans appel. Il s'agit bien de Sabine et elle a vécu un véritable cauchemar. L'autopsie démontre que Sabine Armaz est morte de coups, qu'elle était ivre et qu'ensuite son corps a été découpé et que là on a utilisé au moins 2 armes, couteau ou hachoir différents pour découper le corps en morceaux. De leur côté, les enquêteurs doivent à présent aller annoncer la terrible nouvelle à Alex et sa fille. Les 2 flics qui sont venus devant la porte. Et dès que je les ai vus, j'avais compris, quoi. Et Dei aussi, hein, quand elle est venue, ça a sonné, moi j'ai ouvert. Dei vient derrière, elle voit ces 2 mecs qu'elle n'a jamais vus auparavant. Elle me fait c'est pour maman. Je fais ouais. Et quand ils m'ont dit qu'ils l'ont retrouvée et tout, j'y veux la voir. Elle fait non, on ne peut pas vous la montrer. Désespéré, Alex ne comprend pas comment une telle horreur est arrivée à sa femme. Qui a donc pu commettre un meurtre aussi atroce? Et surtout, pour quelle raison? À Mulhouse, les enquêteurs tentent de retracer l'emploi du temps de Sabine. Leurs investigations confirment que la dernière fois qu'elle a été vue, la jeune femme était accompagnée d'un homme d'1,75 m, de type méditerranéen et âgé d'une 40aine d'années. Un portrait robot est établi et diffusé dans toute la région. La police a lancé des appels à la presse pour savoir où elle est passée, avec qui elle était. Et d'ailleurs, on avait déjà cet élément qu'elle a été vue le soir de sa disparition avec un homme dans un bistrot de Mulhouse. Mais ce signalement ne donne rien. Personne ne sait qui est cet homme. Les policiers décident alors de recentrer leur recherche sur l'entourage proche de Sabine. Et ce qu'ils vont découvrir va donner une nouvelle tournure à l'enquête. Il semble bien que Sabine et Alex ne formaient pas un couple modèle. On apprend qu'elle travaillait à la ville de Mulhouse, qu'elle était fugueuse aussi, à ses volages, et qu'il y a un problème dans le couple assez sérieux. Les enquêteurs s'interrogent. Et si la clé du mystère se trouvait au sein même du foyer de Sabine? D'autant plus qu'une voisine relate que le jour de la disparition de la mère de famille, son mari avait une ecchymose à l'œil. Il décide donc d'entendre Alex. Cette voisine allait dire aux flics que souvent on se tapait sur la gueule. En fait, c'est parce que je me disputais avec la gamine. Et donc, comme on avait un parterre en bois, évidemment, ça résonne en dessous, quoi. Mais si les enquêteurs sont sceptiques, c'est qu'ils ont également recueilli le témoignage troublant d'un autre voisin. Le sac de sport, retrouvé sur le lieu de la découverte du corps de Sabine, appartiendrait à Alex. Et ce n'est pas tout. Ils m'ont demandé si je joue au PMU, si je joue au TRC. Je sais pas pourquoi ils m'ont posé cette question. Je fais non, je sais pas y jouer. Et à la gamine, ils lui ont posé la question. Ton papa, il joue aux chevaux. Et effectivement, la gamine a dit oui, mon papa, il joue aux chevaux. Mais elle voyait les chevaux comme ça, avec les dés. Mais ce que ne sait pas Alex, c'est que les enquêteurs ont retrouvé un ticket de PMU sur le corps de Sabine. À ce stade, donc, tout semble l'incriminer. Et la perquisition menée à son domicile ne va pas jouer en sa faveur. La peinture venait d'être refaite quelque temps auparavant par Alex. On s'est dit que peut-être s'il avait repeint l'appartement, c'est qu'il avait découpé le corps de Sabine dans cet appartement et que le sang a giclé de partout et qu'il a voulu repeindre les murs pour cacher ça. Les enquêteurs font donc appel une nouvelle fois à la police scientifique qui va utiliser un appareil permettant de détecter la présence de traces de sang à travers la peinture. Pourtant, malgré un travail méticuleux, ils ne trouvent rien. Malgré de fortes présomptions, les policiers n'ont pas de preuves tangibles contre Alex. Il faut attendre le 18 juillet 2003, soit près d'1 an après la mort de Sabine, pour que l'enquête connaisse un rebondissement. Les résultats des prélèvements ADN tombent
et ils sont implacables. L'élément pileux est retrouvé dans la main de Sabine Darmoise et donc on exploite ceci et on découvre que l'ADN de cet élément pileux, c'est celui d'Alex Strubel. L'ADN a parlé. Pour les policiers, l'implication d'Alex dans le meurtre de sa femme est maintenant incontestable. Mais un ADN peut-il être considéré comme une preuve irréfutable? Alex est-il vraiment le coupable? Pour la police de Mulhouse, le passé tumultueux de Sabine et Alex, ainsi que les résultats des analyses ADN, font de ce dernier le suspect idéal. À partir de ce moment-là, tout s'oriente sur Alex Strubel et puis la machine s'emballe. En janvier 2004, plus d'1 an après les faits, le père de famille est arrêté. J'attendais la petite devant l'école, quoi. Il devait être 4 heures, un truc comme ça. Et les 2 flics, ils viennent et ils me font « Suivez-nous ». Je fais « Attendez, j'attends la gamine, elle sort là, dans 2 minutes, elle est dehors ». Enfin non, c'est bon, on s'en occupe. Ah putain, alors c'est qu'ils ont une bonne nouvelle. Ils ont trouvé le gars, quoi. Donc je les suis. Et dans la voiture, je leur demande, alors, vous l'avez trouvé? Ouais, on vous expliquera ça au bureau, Alex est persuadé que les policiers vont lui annoncer qu'ils ont retrouvé le meurtrier de sa femme. Mais le père de famille va vite déchanter, car arrivé au commissariat avec sa fille, les enquêteurs lui apprennent qu'il est en garde à vue et que le suspect numéro 1, c'est lui. Je suis allé le voir en garde à vue. Voilà. Et tout de suite, j'ai vu un Alex Strubel qui était abattu, qui pleurait et qui me répétait sans cesse qu'il n'avait rien à voir avec la disparition et le meurtre de Sabine Darmoise. Alex clame son innocence. Il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et pourtant, il est bien entendu pour homicide volontaire sur son épouse. Pour le père de famille, c'est le début d'un véritable cauchemar. Ils vous gardent 2-3 heures, ils vous remettent en cellule, ils vous reprennent, ils vous remettent, ils font en sorte que vous dormez pas, quoi. Et pas à bouffer, quoi. J'ai eu 1 pomme en 72 heures. C'est tout ce que j'ai mangé. Pendant 3 jours, les enquêteurs cherchent à déstabiliser Alex pour obtenir ses aveux. Mais l'homme reste sur ses positions. Il n'a pas tué sa femme. Il tombe des nues. Il ne peut pas donner d'explications sur tous les éléments du dossier. C'est normal. Plus que les enquêteurs passaient, plus ils étaient sûrs que j'étais coupable, quoi. Le 8 janvier 2004, vers 20h, le juge d'instruction décide donc d'inculper Alex pour le meurtre de sa femme. Il est alors menotté et emmené à la maison d'arrêt de Mulhouse. C'est vrai que je me dis, de toute façon, je resterai pas là, c'est pas moi. Ils peuvent pas me garder longtemps ici. C'est pas moi, ils vont trouver. Son client en prison est convaincu de son innocence. Son avocat va dès lors tout mettre en œuvre pour prouver qu'Alex n'est pas le meurtrier de sa femme. Pour cela, il va s'intéresser de plus près aux analyses ADN prélevées sur le bout de cheveux retrouvé dans la main de Sabine. Fait particulier, il constate qu'il s'agit d'un ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial ne permet pas d'identifier une seule personne. Il a une valeur d'identification qui est de l'ordre de 1 sur 6000, 7000. C'est-à-dire que toutes les 6000, 7000 personnes, on retrouve le même ADN mitochondrial. Selon les analyses des experts, le cheveu retrouvé dans la main de Sabine pourrait donc appartenir à plus d'1 million d'individus dans le monde, dont Alex. Une découverte déterminante pour son avocat. Cet élément pileux, pour moi, n'a jamais été... Pour moi, c'est pas un élément à charge. Voilà. Pour le juge d'instruction, ça peut être un élément à charge. Pour moi, non. Donc, on revient toujours à cette même notion d'interprétation des éléments d'un dossier.
La présence d'ADN mitochondrial n'est donc pas une preuve irréfutable de la culpabilité d'Alex. Fort de ce nouvel élément, l'avocat arrivera-t-il à prouver l'innocence de son client? Et si c'est le cas, qui est le véritable coupable du meurtre de Sabine? Au commissariat de Mulhouse, les enquêteurs décident d'en apprendre davantage sur Alex. Ils veulent comprendre pour quelles raisons un père de famille peut commettre une telle atrocité sur sa femme. Et le passif d'Alex ne l'aide pas. C'était un ouvrier au chômage, en fait. Il travaillait sur les chantiers. C'était pas un mauvais garçon. Il s'en cachait pas qu'à l'époque aussi, lui, il s'en donnait de temps à autre à l'alcool. Bon, ça a été établi, d'ailleurs même pas contesté. Peut-être même éventuellement un peu de cannabis de temps à autre. Hein. Bon. Alex est toujours en détention provisoire. Très vite, les jours deviennent des semaines et les semaines des mois. Le père de famille est complètement abattu. Il a tout perdu. Et sa fille, Dei, est placée en foyer. À l'extérieur, son avocat est le seul à croire encore en l'innocence d'Alex. Ma ligne de défense, elle est dictée par ma conviction. Ça, c'est primordial. Si vous n'avez pas de conviction par rapport à la culpabilité ou l'innocence de celui qui vous appelle pour le secourir, si vous n'avez pas cette conviction-là, c'est pas la peine de continuer. Pour Alex et son avocat, c'est alors une véritable bataille juridique qui s'enclenche. Son avocat décide donc de déposer une requête afin d'annuler la mise en examen de son client. La remarque qui m'a été faite à l'époque par le juge qui a décidé de l'incarcération, c'est cet élément pileux qui est le lien avec la scène du crime. Pourtant, son avocat en est convaincu, cet élément pileux n'est pas un élément à charge. Il n'y avait rien d'étonnant parce qu'on retrouve dans la main de Sabine Darmoise un élément pileux dont le porteur, enfin le propriétaire serait Alex Trubel. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ils ont vécu ensemble, ils vivaient encore ensemble, la veille ou même le soir de la disparition de Sabine, donc il n'y avait rien d'extraordinaire. L'avocat souligne également que depuis le début de l'affaire, aucun élément nouveau n'a été apporté au dossier. Mais sa demande de remise en liberté est rejetée. Le 1er février 2005, il fait alors une énième tentative afin de libérer son client. Il lui trouve un travail et fait une nouvelle demande. Après 14 mois de prison, Alex, suspecté d'être le meurtrier de sa femme, va prendre une nouvelle qui va changer sa vie. Un matin, juste avant midi, comme ça, il devait être 11h. À un moment donné, il y a un autre surveillant qui vient et qui m'appelle. Et il me fait Monsieur Struvel, oui, suivez-nous, vous êtes libérable. Ah bon? C'est comme ça que je l'ai appris. Ah ouais, j'étais content, oui. Putain, oui. C'est trop. C'est une victoire de l'avocat qui croit en l'innocence de son client. Et ça, pour la justice, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Faute de preuves tangibles, Alex est enfin libre. Mais il n'est pas innocenté pour autant. Aux yeux de la justice, il reste donc le seul suspect potentiel dans cette affaire de meurtre. Alors les enquêteurs ont-ils raison d'insister sur la culpabilité d'Alex? Et si finalement l'ADN leur avait joué des tours? À Mulhouse, nous sommes plus de 3 ans après le meurtre de Sabine. Et l'affaire va connaître un véritable rebondissement. À l'époque, un autre ADN masculin avait été prélevé sur la scène de crime. Les enquêteurs ne s'étaient pas focalisés dessus. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Alex pourrait bien être innocent. Alors, ils décident d'entrer cet ADN
au fichier national des empreintes génétiques. Lorsque vous commettez une infraction plus ou moins grave, on prélève votre ADN et on l'envoie donc à ce fichier national pour être gardé, pour être stocké. C'est un fichier accessible uniquement aux officiers de police judiciaire et encore pas directement. Il est très contrôlé, c'est tout à fait normal. Seules des personnes habilitées y ont accès. Et contre toute attente, 1 an plus tard, cet ADN finit par parler. Le FNEG alerte aussitôt le juge d'instruction en disant voilà, nous, on a le véritable assassin de Sabine Darmoise. L'ADN, qui a matché avec les empreintes génétiques du FNEG, est un ADN nucléaire. Un ADN beaucoup plus précis que l'ADN mitochondrial retrouvé sur le cheveu qui inculpait Alex. C'est une carte d'identité génétique. L'ADN nucléaire, ça, on est absolument certain de ça. Il est unique pour chaque personne. Cette fois-ci, plus de doute possible. Alex n'a pas tué sa femme. Les policiers connaissent maintenant le véritable meurtrier de Sabine. Il s'agit de Pascal, connu de leur service pour des faits de proxénétisme. Tout, dans le profil de cet homme, confirme qu'il est l'auteur de ce crime sordide. On a fait des investigations complémentaires sur ce monsieur Boutérin. Le milieu qu'il fréquentait, qui était plus ou moins le même que Sabine Darmoise. Le sac de sport que son entourage a reconnu formellement, me semble-t-il. Consommation excessive d'alcool, violence régulière sur les femmes. Les enquêteurs apprennent également que l'homme jouait régulièrement au tiercé. Et surtout, qu'il vivait à quelques mètres du terrain vague où le corps de Sabine a été retrouvé. Pour Alex, c'est la fin du cauchemar. C'est là qu'ils ont dit, écoutez, on a retrouvé le coupable, on sait qu'il était violent, il tapait sa femme, il tapait sa mère, il tapait ses gosses. Puis on a retrouvé l'ADN, son ADN qui correspond au meurtrier de votre femme. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort. Le destin s'acharne sur le père de famille. Alors que les enquêteurs étaient sur le point d'interpeller Pascal, chez lui, l'homme est retrouvé mort. Il a emporté dans sa tombe les raisons pour lesquelles il a tué Sabine. Dans ma tête, j'essaie de comprendre. Pour quelle raison? Voilà, ça, jamais personne ne pourra me le dire. On m'a menti sur toute la ligne, quoi. On m'a pris pour un con, on m'a foutu au trou, on m'a pris ma fille, on m'a pris tout ce que je possédais. Et elle m'a dit merci, au revoir. Le 23 mars 2009, soit 7 ans après le meurtre de Sabine, un non-lieu est prononcé par la justice. Alex est lavé de tout soupçon. C'est l'ADN, en 2003, qui accuse Alex Strubel, et 7 ans plus tard, c'est l'ADN qui l'innocente. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Si dans ce dossier, le hasard n'était pas venu au secours d'Alex Strubel, je ne sais pas ce qu'il en aurait été s'il avait dû passer devant une cour d'assises. Alex demande alors réparation pour le préjudice moral causé. En 2010, l'État lui verse à lui et à sa fille la somme de 29 000 €. Pour le père de famille, il s'agit là d'une bien maigre consolation face à la terrible histoire que lui et sa famille viennent de traverser. À Mulhouse, les années ont passé depuis le meurtre de Sabine. Aujourd'hui, Alex a beau avoir été innocenté, il reste un homme brisé. Avec sa fille, Déhi, âgée à présent de 16 ans, ils ont toujours du mal à oublier cet épisode douloureux de leur vie. J'ai jamais essayé de me remettre avec une autre femme. Je sais pas, je pense que je trouverais pas mieux.
qu'on peut faire autant de choses à deux et se retrouver du lendemain tout seul. Bon, regardez. Heureusement.